Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est pour moi un véritable coup de cœur. Parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup lire et souvent je lis des livres. Certains m'impressionnent, d'autres me nourrissent, d'autres me plaisent, d'autres moins. Certains je les lis rapidement, d'autres j'ai un peu de mal à avancer parce qu'ils ne sont pas captivants. Mais ce livre-là, quand je l'ai commencé, en fait, ça a été une découverte extraordinaire et je ne voulais pas m'arrêter de le lire. À chaque fois que j'arrivais à la fin d'un chapitre et que je voyais qu'il était tard, qu'il fallait partir dormir, j'avais envie de continuer, je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que j'ai découvert dans ce livre des informations que je n'avais jamais lues ailleurs. Alors avant de parler du livre en lui-même, je vais vous parler de l'auteur. Donc Louis Blin, c'est une personne qui a un doctorat en histoire, donc qui est, on va dire, spécialisé, qui a les épaules nécessaires, les compétences nécessaires pour pouvoir traiter les sujets qu'il traite, qui est arabophone, donc il est arabisant. Il est capable donc d'aller aussi bien dans les sources françaises que dans les sources arabes. Et donc c'est un diplomate, ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite par exemple. Donc c'est une personne qui, de par ses voyages, a une culture suffisamment vaste pour pouvoir aborder des sujets comme celui-ci. Alors, Louis Blin, il est en train de faire un travail révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'analyser le travail donc, des grandes figures intellectuelles de France, comme par exemple Victor Hugo et Alphonse de Lamartine, en regardant un petit peu donc, dans leur on va dire, patrimoine littéraire, toutes les allusions qui y ont été faites à l'islam. Et bien souvent, quand on connaît Victor Hugo, on connaît moins son poème L'an neuf de l'Hégire. Quand on connaît Alphonse de Lamartine, on connaît moins sa biographie du prophète. Lorsqu'on connaît tel ou tel parmi les intellectuels, on les connaît de manière très générale, mais on ne sait pas que ce sont des gens qui se sont intéressés à l'islam, qui ont écrit sur l'islam et qui ont surtout un positionnement par rapport à l'islam tellement beau, tellement impressionnant, tellement, on va dire, véridique, qu'on est étonné aujourd'hui, dans un moment où l'islamophobie est assez prégnante dans la société, de voir que finalement l'élite intellectuelle de la France était islamophile. Alors pour revenir maintenant à notre sujet, donc Alphonse de Lamartine est un homme de lettres, mais également un homme d'État, qui est l'homme de son siècle, c'est-à-dire un siècle où on est impressionné par l'Orient, on s'intéresse à l'Orient, mais aussi un siècle dans lequel on a tendance à avoir une vision de l'Orient qui est parfois imaginaire. Et donc on imagine les musulmans d'une manière complètement déformée. Eh bien, Alphonse de Lamartine, lui, va aller en Orient, va rencontrer les musulmans, va être touché par leur gentillesse, touché par leur piété, touché par leur foi, et va donc s'intéresser à justement le contenu de leur foi, à savoir le Coran, la vie du prophète. Et il va être émerveillé par ce qu'il va découvrir. Et donc ça va complètement changer sa manière de voir les choses. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu l'orientalisme d'Edward Said, ils ont pu voir peut-être que justement Edward Said montre que Alphonse de Lamartine aurait, on va dire, une certaine vision négative de l'islam. Eh bien, ça, c'est peut-être les premiers textes d'Alphonse de Lamartine au sujet de l'islam. Mais une fois qu'il voyage en terre d'islam, qu'il rencontre les musulmans et qu'il explore donc en détail le Coran, la vie du prophète, salam, et bien là, il change totalement et il se met justement à écrire afin de redonner la place à l'islam dans la société occidentale que l'islam mériterait. Et donc, il fait une biographie sur le prophète, salam, dans lequel, avec les éléments qu'il a entre ses mains, eh bien, il présente cet homme, il éloge cet homme et donne d'ailleurs les critères avec lesquels on peut juger l'œuvre d'une personne et dit qu'avec ces critères-là, s'il y a bien une personne qui mériterait d'être au sommet de l'humanité, c'est bien le prophète, salam. Également, donc, il va attirer notre attention sur la beauté du Coran, la miséricorde qui est dans le Coran, et surtout, il va influencer les gens de son époque. C'est lui qui va donner à Victor Hugo l'envie et le goût de s'intéresser à l'islam et de changer son positionnement lui aussi vis-à-vis de l'islam. Est-ce que vous saviez donc que Alexandre Dumas a écrit une biographie du prophète, salam, chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en lisant ce livre. Donc on voit que Alphonse de Lamartine n'est pas uniquement une personne qui a découvert l'islam, mais c'est également un passeur d'islam, dans le sens qu'il va communiquer les informations qu'il trouve au sujet de l'islam, la beauté qu'il découvre dans l'islam, la grandeur qu'il découvre chez le prophète, il va le communiquer autour de lui, et donc ça va influencer Alexandre Dumas qui va écrire une biographie sur le prophète, mais également Jules Verne qui va écrire un poème qu'il intitule Le Coran, et ainsi de suite. Donc en fait, en découvrant Alphonse de Lamartine, on découvre une autre image de la France, une autre image des intellectuels français, on découvre l'islamophilie et non pas l'islamophobie finalement des intellectuels et des hommes d'État de l'époque, et on découvre donc tout ce patrimoine qui lie la France à l'islam, qui lie les intellectuels à la foi musulmane, donc on pouvait voir à l'époque en allant dans le monde musulman, et donc ça contraste avec ce que l'on connaît aujourd'hui, et ça permet donc de faire, ou plutôt de dépoussiérer cet héritage littéraire, intellectuel français qui a élogé l'islam, qui a été impressionné par l'islam et surtout qui a été influencé par l'islam de manière durable dans sa manière de penser, dans sa manière d'écrire et dans sa manière de transmettre l'information.